Bonjour, c'est Rémi d'École à la maison, je vous réponds en vidéo. Alors, à la lecture des textes de loi, je vois mal comment on peut ne pas l'éclairer. Alors déjà, premier point, la lecture des textes de loi ne vous permettrait pas d'y voir très clair, puisque les lois sont aujourd'hui rédigées par un législateur qui ne sait plus très bien écrire français, hélas. Donc on peut parfois trouver des choses assez aberrantes, c'est ce que nous faisons de temps en temps, nous épinglons des erreurs où il manque une virgule qui change tout à la phrase. Bon, et puis, il faut regarder aussi quelle est la légitimité des lois qui sont proposées, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, l'état d'esprit général, c'est de multiplier des lois. Chaque député veut avoir sa loi, chaque ministre veut absolument avoir sa loi. Et donc, on multiplie des textes qui parfois se contredisent de manière flagrante. Mais enfin, en gros, si vous voulez, en gros, concernant l'école à la maison, la loi est extrêmement claire et favorable encore à l'école à la maison et dit ce que nous disons. Et nous disons ce qu'elle dit. La loi ne vous oblige pas à déclarer. D'abord, certes, les maires sont dans l'obligation de recenser les enfants et de venir contrôler leurs conditions de vie s'ils ne vont pas à l'école. Mais rien ne dit que nous soyons dans l'obligation absolue de les prévenir. Cependant, ils doivent être prévenus. Le législateur considère donc que pour être prévenu, l'administration doit l'avoir été par le citoyen lui-même. Mais il n'est pas marqué dans le texte de loi, les parents enverront une déclaration, etc. etc. D'accord ? Bon. Cela dit, on ne va pas se battre là-dessus. La déclaration est à faire dans le code de l'éducation, que nous réfutons, certes, mais enfin, on l'admet, on considère qu'il y a une déclaration à faire. Bon. Donc, nous avons un truc très simple, qui fonctionne parfaitement. Nous déclarons, mais nous pouvons ne pas déclarer. Et ça, vous verrez comment on fait dans l'accompagnement. C'est d'une simplicité enfantine, et ça ne pose aucun problème. Les maires sont tenus de recenser tous les enfants sur l'obligation scolaire, c'est un mot courant à la scolarisation à la maison. Pas vraiment, hein, parce que l'obligation scolaire, elle n'existe pas dans la loi. Hein. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas dans la loi le mot obligation scolaire à notre connaissance. Vous l'avez dans toutes sortes de textes, dont le code de l'éducation, mais pas dans la loi elle-même. Si vous allez sur Google, vous allez taper obligation scolaire dans la loi et vous verrez quoi ? Vous verrez qu'il y a une instruction qui est obligatoire. Il n'y a pas d'obligation scolaire. Cette obligation, alors, bon, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet que vous retrouverez sur la page des directs, enfin je reviens dessus. Vous voyez, on met cette obligation de l'instruction, s'applique à partir de 3 ans. Mais ça concerne qui cette obligation à votre avis ? Ça concerne qui ? L'instruction est obligatoire. Cette obligation d'instruction est obligatoire. Ça ne concerne pas les enfants. Ça concerne les parents. Les parents, les tuteurs, les responsables sont dans l'obligation de fournir une instruction. Ce qui veut dire que l'enfant pourrait très bien ne rien recevoir. Il n'écoute pas, c'est indifférent. Il n'est pas dans l'obligation d'être instruit. Et s'il n'est pas dans l'obligation d'être instruit, il n'est donc pas dans l'obligation d'être à un certain niveau d'instruction. Ça aura donc des conséquences très intéressantes pour nous. Voilà. Mais vous avez d'autres textes qui vous parlent d'obligation, comme ici. Vous voyez, service public, on vous parle d'obligation scolaire qui n'existe pas. On vous parle instruction obligatoire dès 3 ans. Vous voyez, c'est bien marqué là. C'est pas obligation scolaire. Alors vous avez ici sur EduScol, qui est un site qui n'est pas légal. Hein, on n'est pas dans le domaine légal, on est dans le domaine de l'explication, la tentative d'explication des textes, et parfois une explication frauduleuse. Donc on a bien le droit de l'enfant à l'instruction qui n'est pas seulement dans le code de l'éducation, parce que si ça n'était que ça, ça ne suffirait pas. Il y a un droit qui est un droit constitutionnel qui n'est pas mentionné ici. Mais de manière générale, la stratégie des États est de ramener au simple corpus des textes qu'ils éditent eux-mêmes, en tant que gouvernants, et ils se dispensent de renvoyer aux textes fondateurs tels que la Constitution et des conventions internationales. Là, vous n'avez aucun texte supérieur. Or, ce sont les textes supérieurs qui nous intéressent. Les codes de l'éducation, ça ne nous concerne pas. On peut parfaitement la réfuter. On peut dire, vous savez, moi je suis un citoyen. Le citoyen n'est pas concerné par le code de l'éducation. Ça ne lui est pas opposable. Et à chaque fois que nous le disons au tribunal, nous gagnons. Hein. Il n'y a que la loi qui soit opposable aux citoyens. Normalement, à l'origine, les codes sont faits pour éclairer dans le détail la manière dont vous êtes soumis à la loi. La loi dit que l'instituteur doit enseigner l'enfant. Le code de l'éducation dira que ça doit se faire de telle ou telle manière dans un établissement régi par telle loi, etc. Telle circulaire fixera des horaires, etc. Le code pénal vous explique que de telle et telle manière, la détention va se passer avec telle ou telle disposition. Mais ça n'est pas dans la loi. Donc, tout ce que
vous trouvez dans le code de l'éducation qui contredit la loi est invalide. C'est un principe. De même, tout ce qui contredit les textes supérieurs, à savoir Constitution, Déclaration des droits de l'homme et Convention, traités internationaux, est invalide. C'est illégal tout simplement. Mais bien sûr, vous avez des tas de juges qui vont défendre cette loi locale, ce code de l'éducation, face à ces grands textes. Mais vous pouvez leur opposer. Et in fine, vous gagnerez. Parce que si vous faites appel et si on juge mal contre vous, et c'est pour ça qu'est fait l'appel, si on juge mal contre vous, vous arguez que le juge n'a pas tenu compte des textes supérieurs. Bien, alors maintenant, vous regardez obligation d'inscription ou de déclaration, code de l'éducation. Donc, on va regarder 1, 2, 3, 4. Circulaire. Circulaire, ça circule. Ça circule entre les ministères. C'est pas fait pour être opposé aux citoyens. Obligation scolaire. Les parents ont l'obligation de donner une instruction à leur enfant. Il n'y a donc pas d'obligation scolaire. Il n'y a pas d'obligation scolaire, il y a une obligation d'instruction. Vous voyez, c'est clair et net là. Au chapitre obligation scolaire, il n'y a pas d'obligation scolaire. Voilà. Instruction obligatoire. On va dessus. On revient sur instruction obligatoire qui est, vous voyez, obligation scolaire. Cette fois-ci, ça devient instruction obligatoire. L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Français et étrangers, pas tout à fait. Vous voyez, là, déjà, il y a une petite glissade dans le texte. Pas tout à fait. Le fils de l'ambassadeur américain, on ne va pas le contrôler. Il va échapper à l'obligation. Si madame l'ambassadrice n'a pas envie d'instruire ses enfants, les pouvoirs français ne pourront rien dire. Donc ça serait à préciser, vous voyez. D'ailleurs, nous le faisons sur le site, nous expliquons pourquoi, en tant qu'étranger, vous pouvez récuser l'État français. En fait, si vous voulez, un enfant étranger bénéficie du droit à l'instruction, mais nul ne dit comment les choses doivent se passer, puisque c'est un étranger. Pour lui, ses parents peuvent s'y soustraire. Mais il y a mieux encore. Dans la tradition, tout ceci est hérité de la tradition française. Dans la tradition française, le fils d'un esclave ou un esclave prenant pied en France métropolitaine est aussitôt libéré de sa condition. Il n'y a plus d'esclaves. C'est pour ça que toute cette histoire sur les blancs qui esclavagisent des noirs, c'est une imposture, puisque précisément en France, l'esclavage n'existait pas. Ça n'a pu exister que dans les dom-toms, où c'était plus tout à fait la France, c'était des colons, des puissances coloniales qui faisaient ce qu'elles voulaient sur place, en Haïti, etc. Mais en métropole, vous arriviez depuis très très longtemps. Parce que l'abolition de l'esclavage, ça date de la fin de l'Empire romain. On a commencé à franchir les gens à la fin de l'Empire romain. Donc avec l'Église catholique, ça a été strictement interdit. Il n'y avait pas d'esclavage. Donc si vous débarquiez à Nantes, par exemple, eh bien vous étiez aussitôt considéré comme homme libre. Et j'ai d'ailleurs précisé qu'il y a eu plus de Français esclavagisés par des Africains que des Africains esclavagisés par des Français. C'est intéressant à savoir. Et encore aujourd'hui, un enfant qui arrive en France, il bénéficie automatiquement du droit à être instruit parce que la France va lui fournir une instruction. Mais il n'est pas dit comment ça va se passer dans le détail. C'est le principe de la loi. L'étranger, si vous voulez, pourrait dire « je réfute votre loi française puisque je me réfugie sous ma loi, par exemple espagnole, qui prévoit qu'il y ait une obligation scolaire, donc, enfin une obligation d'instruction, et donc je ne dépends pas de votre loi. » Et le français ne pourrait que répondre « en effet, puisque votre pays aussi, dans le cadre de conventions internationales, prévoit qu'il y ait une obligation d'instruction, vous dépendez de votre pays et pas d'une autre. » Et là, ça ne pose plus aucun problème. On a donc déplacé le problème vers une autre législation. Du moins, ça ne pose plus aucun problème dans la mesure où, effectivement, les parents instruiront les enfants sous le régime espagnol. À ce moment-là, la France n'a plus rien à dire. Et à ce moment-là, donc, la loi française ne s'applique pas. Nous avons donc bien le cas d'étrangers qui se soustraient à la loi française en excipant de leur loi d'origine. Voilà, donc pour ce qui est de la scolarité obligatoire, il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc là c'est vu. Et puis on va regarder ici les J-France, on va tomber sur la même chose. Code de l'éducation. Voilà, afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire, on reprend ce terme que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos. On trouve donc à nouveau cette obligation scolaire dans plusieurs textes qui sont donc ce type de code et qui donc ne vous sont pas opposables. Vous pourrez dire très simplement aux fonctionnaires, l'obligation scolaire n'existe pas en France. C'est une confusion. C'est un droit à l'instruction et donc une obligation d'instruction pour les adultes. Voilà, et puis page suivante, on va tomber sur... Voilà, pareil, on vous répète encore obligation scolaire, ça vous renvoie à cet article-là. Doivent le faire inscrire dans l'établissement ou bien le déclarer en mairie, d'accord, ça on connaît.
Alors, vous voyez, la déclaration, donc là, ça nous envoie à la déclaration, doivent le déclarer au maire. Donc ça, c'est dans le code de l'éducation, c'est pas dans la loi. On vous explique comment est-ce que ça va se passer. C'est recevable pour nous. C'est recevable parce que c'est de bon sens. Mais tout ce qui, dans le code de l'éducation, n'est pas de bon sens, on va le réfuter et il n'y aura pas de problème puisque c'est pas dans la loi. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les 8 jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. Ça, c'est le code de l'éducation, ça n'est pas dans la loi. Et là, il y a une confusion savante, enfin, je ne vais pas en parler ici, une confusion savante parce qu'en fait, on confond. Là, vous voyez, en fait, on est en train de dire que ça, c'est la loi, et en fait, ça, c'est l'absentéisme. Si l'enfant est absent de l'école pendant 8 jours, il est en absentéisme. Sauf s'il est en train de se rescolariser ailleurs. Un enfant qui part de Paris et qui va s'installer à Papette, 8 jours, ça ne va pas suffire pour se rescolariser. Donc, on va lui laisser le champ libre. On ne va pas lui donner de délai. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de délai pour la rescolarisation ou le déménagement. En revanche, on vous dit, les mêmes formalités doivent être accomplies dans les 8 jours qui suivent tout changement de résidence. Supposons que vous mettiez 8 mois à changer de résidence. Ça sera 8 mois plus 8 jours. Vous voyez la subtilité ? C'est marrant. Et en fait, ces 8 jours n'existent pas. En fait, on va considérer, pour expliquer ceci, je vais vous le dire très simplement, on considère qu'à partir du moment où il a changé de résidence, il doit être scolarisé dans une école. Et donc, s'il ne le fait pas dans les 8 jours, eh bien, il sera en absentéisme, tout simplement. Ou de choix d'instruction, pareil. Quoi d'autre ? Page suivante. Le fait par les parents d'un parent de toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat, est puni de l'amende prévue dans les contraventions de 5e classe. Eh bien, alors on va regarder justement ce que dit le décret. Décret, tout ça, c'est le préambule documentaire. Que de la modification, pratiquement, que le texte. Ici. D'accord, bon, là, il n'y a rien. Donc, on vous envoie vers quelque chose qui ne vous explique pas. Ancien texte. Bon, donc le nouveau texte. Puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. Donc, vous avez dans le code de l'éducation une obligation de déclaration. Le fait de ne pas déclarer, c'est puni. Donc, il y a obligation de déclarer dans le code. Mais ça n'est pas dans la loi. Mais ce n'est pas un problème, comme je vous l'ai dit, puisque nous admettons, c'est de bon sens. C'est de bon sens. Donc, comme nous l'admettons, nous avons une astuce qui nous permet d'éviter de déclarer. Ce n'est pas très compliqué et vous ne risquez pas d'avoir l'amende de 5e classe. Ça n'est jamais arrivé pour une raison légale toute simple. Donc jamais personne n'a payé cette contravention, à ma connaissance. Revenons à votre texte. Donc ça c'est vu. Ces termes recouvrant la scolarisation à la maison et leur mode de scolarisation, école normale hors contrat ou à la maison. Oui, c'est juste. Ils sont également tenus à informer sans délai l'académie. Les maires, ah oui, les maires sont tenus également, s'il s'avérait qu'ils notaient qu'un enfant soit à la maison et qu'il n'ait pas reçu de déclaration, en effet, il avertirait l'académie. Oui, ça c'est vrai. On peut dire que ceci est exact. Il n'y a pas de délai indiqué, mais ça veut dire qu'ils doivent le faire dès qu'il en a connaissance. Cela semble assez risqué comme politique. Non, mais il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur. La question des contrôles inopinéés, c'est explicite dans le texte, sauf pour le second contrôle. Non, ça c'est faux. C'est faux. Il ne peut pas y avoir de contrôle inopiné, c'est totalement illégal, parce que l'irruption chez quelqu'un sans son consentement, c'est une violation de domicile, donc ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Ça risque pas de changer. Sauf à ce qu'on verse carrément dans la dictature, mais à ce moment-là, si ça verse dans la dictature, vous êtes libéré de toute contrainte, je l'ai déjà souvent dit. Il n'y a plus du tout d'obligation, puisque vous vous retrouvez dans une situation où l'État est une tyrannie, donc vous avez le devoir de ne plus lui obéir. Donc ça, vous regardez inopiné, vous regardez sur le site, et j'explique ça parfaitement, donc c'est totalement impossible. Voilà, donc si vous voulez que nous développions cette réponse, vous allez sur le site, vous tapez inopiné, donc, dans la fenêtre de recherche, et vous allez trouver la réponse, à moins que ça se trouve sur la page des directs. Que répondre pour s'opposer à ce que l'enfant soit interrogé hors de présence lors de contrôle? Alors ça, c'est extrêmement simple, vous le verrez dans l'accompagnement, pour ce qui est de la séparation de l'enfant de ses parents, c'est très simple. Et par ailleurs, l'enfant peut ne pas être interrogé du tout, avec ou sans présence. Ça aussi, nous vous l'expliquerons. Voilà, à très bientôt, au revoir.